La pluie tombait sans relâche sur Paris, une mélodie triste qui se mêlait au bruit des voitures et au murmure lointain de la vie qui continuait pour beaucoup, tandis que moi, Pedro, j'étais piégé dans un monde de désespoir et de solitude. Je me déplaçais comme une ombre parmi les citoyens affairés, ceux qui passaient sans remarquer mon existence. L'eau glacée coulait sur mon visage, se mêlant aux larmes que je n'avais pas le courage de laisser couler. Fouiller dans les poubelles était une routine, mais aujourd'hui, cela semblait plus lourd. L'odeur des déchets, combinée à l'humidité de l'air, rendait tout encore plus insupportable. Encore une fois, Pedro, murmurai-je pour moi-même, en ouvrant une boîte de thon vide, pensant à l'ironie de chercher de la nourriture dans un endroit qui devrait m'offrir un peu d'espoir. Un jour, cela prendra fin. Mais la réalité s'accrochait à moi, me rappelant que vivre dans la rue était tout ce que je connaissais. La solitude était devenue ma seule compagne, et la lutte quotidienne pour la survie semblait un fardeau que je ne pouvais plus porter. Pourquoi la vie m'avait-elle traité ainsi ? La question résonnait dans mon esprit alors que je me dirigeais vers un autre passage, un endroit que je connaissais bien. Ce passage était un labyrinthe d'ombre et de mystère, où les échos de la vie nocturne atteignaient rarement. J'hésitais un moment, me demandant si je devais y aller. Mais la faim parlait plus fort que tout instinct de préservation. Après un dernier coup d'œil autour, j'entrai. Les murs du passage étaient couverts de graffitis, un art qui parlait de révolte et de résistance, mais qui, pour moi, ne reflétait que la misère. Le sol était couvert d'eau, et j'esquivais des flaques sales tout en poursuivant ma recherche. C'est alors que quelque chose attira mon attention. Une mallette sombre, à moitié cachée sous un morceau de carton mouillé. La curiosité m'envahit, et, prudemment, je m'approchai. Cela ne peut pas être ce que je pense, pensai-je, en tirant la mallette vers moi. Son poids était surprenant, et dès que je l'ouvris, mon cœur s'emballa. À l'intérieur, des billets de banque en euros étaient empilés, brillants comme des étoiles dans un ciel sombre. Incroyable. Je n'arrivais pas à comprendre ce que je voyais. C'était assez d'argent pour changer ma vie, pour me sortir de la rue et donner un nouveau sens à mon existence. Pedro, tu dois rêver, murmurai-je, secouant la tête d'incrédulité. Mais la réalité était là, palpable. Cependant, une nouvelle inquiétude s'installa rapidement dans mon esprit. Et si cet argent appartenait à quelqu'un ? À qui, exactement ? Les histoires que j'avais entendues sur des personnes disparaissant à cause de dettes et d'affaires louches commencèrent à me hanter. Et avant que je puisse prendre une décision sensée, une sensation d'être observé m'envahit. Je me retournai lentement et remarquai une voiture sombre garée de l'autre côté de la rue. La fenêtre était entrebâillée, et un groupe d'hommes m'observait. Leur regard était perçant, comme s'ils savaient exactement ce que j'avais trouvé. Mon estomac se noua. Que voulaient-ils ? Cette mallette pouvait être mon salut ou ma condamnation. Le cœur battant, je décidai qu'il était temps de quitter cet endroit. Allez, Pedro, me dis-je, essayant de garder mon calme. Sors d'ici. La voiture était toujours là, et je pouvais sentir la tension dans l'air. L'adrénaline pulsait dans mes veines alors que je marchais rapidement, gardant la mallette contre moi, comme si elle était la seule chose qui me protégeait. Mais, à mesure que je m'éloignais, la voiture commença à se déplacer lentement derrière moi. La panique prit le dessus, et j'accélérai le pas. D'accord, encore quelques pâtés de maison et tu seras en sécurité, pensai-je, tandis que mon esprit tentait de traiter la situation. Mais que devais-je faire avec cet argent ? L'idée de l'utiliser pour moi-même semblait égoïste, et en même temps, effrayante. L'image des hommes dans la voiture ne quittait pas ma tête. C'était comme s'ils étaient des ombres, toujours derrière moi, prêts à me rattraper. Si j'avais un ami, quelqu'un avec qui parler de ça, pensais-je, mais la vérité était que j'étais seul. La solitude était un fardeau que je portais avec résignation. Chaque pas que je faisais semblait résonner dans un abîme d'incertitude, et la seule chose que je savais, c'était que je devais trouver un endroit sûr et réfléchir. Enfin, j'arrivai dans un petit parc, où la végétation dense pourrait me protéger. Je m'assis sur un banc, la mallette sur mes genoux, et respirai profondément. L'air était froid, et la pluie continuait de tomber, mais ici, j'étais plus protégé. Je regardais à nouveau la mallette. La vision des billets me laissait étourdi. C'est un coup de chance, murmurai-je, mais la voix en moi chuchota en retour, ou une invitation au désastre. Je savais que je ne pouvais pas rester là. La sensation que quelque chose de mauvais était sur le point d'arriver m'incommodait, et plus important encore, je ne voulais pas que ces billets deviennent un poids sur ma conscience. Si je pouvais aider d'autres personnes, peut-être que cela donnerait tout un sens à cela.
Je peux aider les autres, pensais-je, imaginant comment je pourrais utiliser cet argent pour faire une différence dans la vie de ceux qui vivaient comme moi. Mais, en même temps, l'image des hommes de la voiture me hantait. Et s'ils venaient après moi? Que se passerait-il pour ceux que j'essaierais d'aider? C'était un dilemme, un carrefour. L'argent pouvait me sauver, mais il pouvait aussi me condamner. Soudain, une voix interrompit mes pensées. « Ça va ?» demanda une femme, avec un regard inquiet. C'était Anna, une militante sociale que je connaissais de vue. Elle était souvent dans les rues, et dans les sans-abri, distribuant de la nourriture et des couvertures. Je l'admirais pour son courage, mais je n'avais jamais eu l'audace de m'approcher d'elle. « Ah, oui, je réfléchis juste, » répondis-je, essayant de cacher la mallette derrière moi. Mais Anna ne semblait pas convaincue. « Écoute, je sais que tu traverses des difficultés. Si tu as besoin d'aide, je suis là, » dit-elle avec un sourire gentil. « Tu n'as pas besoin de porter le monde sur tes épaules tout seul. »« J'ai trouvé quelque chose, » balbutiai-je, hésitant à révéler la vérité. Mais, en même temps, l'idée de partager ce poids avec quelqu'un me paraissait attirante. « C'est une mallette, pleine d'euros. » Les mots sortirent comme un murmure, mais l'expression d'Anna changea instantanément. « Pedro, ça peut être dangereux. »« Tu ne sais pas à qui cela appartient, » dit-elle, sa voix maintenant grave. « Si c'est à quelqu'un impliqué dans des affaires illicites, tu pourrais te mettre en danger. »« Je sais, » répondis-je, sentant la pression dans ma poitrine augmenter. « Mais je pensais utiliser cet argent pour aider d'autres, ceux qui sont dans la même situation que moi. »« C'est noble, mais tu dois faire attention. Nous ne pouvons pas devenir partie du problème, » avertit-elle, me regardant dans les yeux. « Si tu es en danger, cela ne vaut pas le coup. » Ces mots résonnèrent en moi comme un écho lointain. Je voulais croire que je pouvais faire la différence, mais la réalité de la vie dans la rue s'imposait. Je ne voulais blesser personne, mais je ne voulais pas non plus laisser passer cette chance. « Je dois décider, Anna, » dis-je, regardant la mallette. « Si je garde cela, je sais que je peux faire quelque chose de bien, mais je sais aussi que je peux me retrouver dans de sérieux problèmes. »« Peut-être devrais-tu réfléchir à 2 fois avant d'agir, » suggéra Anna, sa voix douce. Parler à quelqu'un qui s'y connaît pourrait être une bonne idée. Nous ne pouvons pas laisser l'espoir devenir un fardeau. Pendant que nous parlions, la pluie commença à s'intensifier. Le son de l'eau frappant le sol se mêlait au bruit de la ville, créant une étrange symphonie. Je regardais Anna, essayant de trouver une réponse, mais la vérité, c'est que le doute me consumait encore. Que faire maintenant? La pluie tombait en trombe, et je me réfugiais sous un auvent déchiré d'un petit commerce fermé. Le sol était détrempé, et c'est alors qu'en traînant dans les rues, je vis quelque chose qui attira mon attention. Une ruelle sombre à gauche, que j'aurais normalement évitée, semblait promettre quelque chose de différent cette nuit-là. La curiosité l'emporta, et j'entrai. L'obscurité était dense, et la lumière des lampadaires de la rue principale peinait à pénétrer cet endroit. Alors que je marchais, mes yeux s'ajustaient à la pénombre, et c'est alors que je vis la mallette. Elle était adossée au mur, presque camouflée par les ombres. Une mallette noire, usée, mais qui semblait intacte. Mon cœur commença à s'accélérer. Et si c'était un piège, pensais-je. Mais l'idée qu'il pourrait y avoir quelque chose à l'intérieur, quelque chose qui changerait ma vie, était irrésistible. Avec les mains tremblantes, je m'approchai et l'ouvris. Ce que je trouvais me noua l'estomac, des euros, des billets empilés, comme s'ils n'étaient que des feuilles de papier. Je n'arrive pas à y croire, murmurai-je, sans quitter du regard le contenu. L'éclat des billets reflétait la faible lumière qui pénétrait dans la ruelle. C'était comme si j'avais découvert un trésor perdu, la réponse à toutes mes prières. Mais en même temps, une voix intérieure m'alertait, « Prends garde, Pedro. Ça ne peut pas être si facile. » Quand je parvins enfin à fermer la mallette et à revenir dans la rue, je sentis une présence derrière moi. Une voiture sombre était arrêtée à quelques mètres, et des hommes au visage sérieux me surveillaient. Mon cœur s'emballa. Ils savent. Ils savent que j'ai trouvé quelque chose. L'adrénaline monta, et un instinct primitif me fit courir. Je ne savais pas qui ils étaient ni ce qu'ils voulaient, mais la mallette me semblait plus lourde que ce que je pouvais porter. Le lendemain apporta la lumière du soleil, mais n'allégea pas la tension qui s'était installée dans ma poitrine. J'avais besoin d'aide, de quelqu'un qui pourrait comprendre la situation. C'est alors que je me rappelai d'Anna, une jeune militante qui distribuait de la nourriture et des couvertures aux sans-abri.
Elle était différente de tous ceux que j'avais rencontrés dans les rues. Il y avait quelque chose dans son regard qui irradiait de l'espoir. Quand je la trouvai, elle était entourée d'un groupe de personnes. « Salut, Pedro. Comment ça va ?» dit-elle, avec un sourire chaleureux. L'éclat dans ses yeux était un baume pour mon âme fatiguée. « Je ne vais pas très bien, répondis-je hésitant. En fait, j'ai besoin de te parler. C'est urgent. Bien sûr, trouvons un endroit plus calme, suggéra-t-elle, me tirant vers un coin plus éloigné, où la conversation pourrait s'écouler sans interruption. J'ai trouvé une mallette, commençai-je, et en mentionnant cela, je vis l'expression d'Anna changer. Elle est pleine d'euros. Je pensais pouvoir utiliser cet argent pour aider d'autres personnes, mais j'ai peur, Anna. Peur de ce que cela pourrait entraîner. Anna fronça les sourcils. Pedro, tu dois être prudent. De l'argent comme ça, trouvé dans la rue, peut avoir une histoire très dangereuse. Tu ne sais pas à qui cela appartient ni ce qui pourrait se passer si tu étais découvert. Ces mots résonnèrent en moi. Mais si je pouvais faire quelque chose de bien? Et si je pouvais aider ceux qui sont dans la même situation que moi? Ne serait-ce pas un gâchis de laisser passer cette fortune? Elle soupira, regardant le sol. Je comprends ton intention, mais nous devons être prudents. La vie dans la rue est déjà difficile, et la moindre erreur peut être fatale. Que dirais-tu que nous pensions à un plan? Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Les cauchemars me poursuivaient tandis que des images des hommes dans la voiture sombre dansaient dans mon esprit. Pourquoi n'ai-je pas laissé la mallette là? Pourquoi ai-je dû être si avide, me questionnais-je. Je ressentais un poids dans mon cœur, comme si cette mallette était une malédiction et non une bénédiction. Cependant, à l'aube, la détermination s'empara de moi. Je devais agir. Si je dois faire face à ce qui vient, que ce soit avec courage, pensais-je. Lorsque le soleil se leva, j'avais déjà un plan. Avec Anna à mes côtés, je décidai d'utiliser l'argent pour acheter de la nourriture et des fournitures pour les autres sans-abri. Je pense que c'est la meilleure décision, Pedro, dit Anna, en m'aidant à organiser les articles que nous avions achetés le matin suivant. Aider les autres peut être ta salvation. Tu n'es pas seul dans cette histoire. Alors que nous distribuions la nourriture, un ami de longue date, Rémi, commença à agir de manière étrange. Il s'éloigna du groupe, et cela me rendit inquiet. Anna, as-tu vu Rémi? Il était ici il y a peu, et maintenant il a disparu, commentai-je, essayant de cacher l'angoisse croissante. Il doit être allé aux toilettes ou quelque chose comme ça. Ne t'inquiète pas trop, Pedro. Parfois, les gens ont besoin d'un moment pour eux, répondit-elle, mais je ne pouvais pas me défaire de la sensation que quelque chose n'allait pas. Au fil des heures, le désespoir grandit. Des rumeurs commencèrent à circuler parmi le groupe de sans-abri au sujet de kidnapping dans la région. La peur se répandit comme du feu dans de la paille sèche. Anna, et si le cartel était à la recherche de Rémi, demandai-je, ma voix tremblante. Elle me regarda, ses yeux pleins de préoccupation. Nous devons retrouver Rémi. Demandons aux autres s'ils l'ont vu. Nous ne pouvons pas laisser cela de côté. Mon esprit était en lambeaux. La mallette, qui semblait initialement être une solution, se transformait maintenant en un cauchemar. Chaque pas que je faisais semblait m'enfoncer davantage dans un piège dont je ne pouvais pas m'échapper. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai apporté dans notre vie, pensais-je. Cette nuit-là, l'obscurité devenait de plus en plus oppressante. Je savais que je devais faire quelque chose, mais l'incertitude me paralysait. La vie dans la rue était difficile, mais maintenant je réalisais qu'il y avait beaucoup plus en jeu que ma simple survie. Je devais retrouver Rémi, mais cela signifiait plonger dans un monde que je ne comprenais pas, un monde qui pourrait me coûter tout, y compris la vie. Anna, nous devons agir. Nous ne pouvons pas rester là pendant que Rémi pourrait être en danger, dis-je, et la détermination dans ma voix semblait résonner dans son esprit. Tu as raison, Pedro. Trouvons un moyen de découvrir ce qui lui est arrivé. Nous ne pouvons pas laisser la mallette nous consumer. Nous devons nous battre, répondit-elle, avec un regard résolu. Il était temps de me lever et d'affronter la réalité. La mallette pouvait avoir apporté peur et incertitude, mais il y avait aussi une étincelle d'espoir. Ensemble, nous allions découvrir ce que cela signifiait vraiment de lutter pour ceux qui n'avaient pas de voix dans les rues de Paris. Le jour se leva gris à Paris, et la pluie fine qui tombait semblait le reflet de mes émotions. Après tant de temps à vivre dans la rue, il y avait quelque chose de familier dans la mélancolie du climat, mais aujourd'hui c'était différent. La mallette pleine d'euros,
que j'avais trouvée la nuit précédente, pesait dans mes pensées comme une encre. Je me sentais partagé entre l'euphorie d'avoir la chance de changer ma vie et la peur des conséquences que cette fortune pourrait engendrer. À ce moment-là, je décidai que je ne resterais pas inactif. Ce que je voulais par-dessus tout, c'était aider d'autres comme moi, ceux qui faisaient face à la même solitude et au même désespoir. Et c'est ainsi qu'Anna et moi, la militante sociale que j'avais rencontrée, commencions à planifier comment utiliser l'argent de la mallette pour aider les sans-abri. Je me rappelais encore de l'expression inquiète sur son visage lorsque je mentionnais la mallette, mais la détermination dans ses yeux m'encourageait. Elle n'était pas seulement une inconnue, c'était quelqu'un qui se souciait, quelqu'un qui était prêt à faire la différence. « Pedro, es-tu sûr que c'est sûr ?» demanda Anna en me regardant, ses yeux bleus réfléchissant la douce lumière du matin. Nous ne pouvons pas simplement utiliser l'argent sans penser aux conséquences. Le cartel peut être à ta recherche. Je sais, Anna, répondis-je, ressentant le poids de la traduction du texte en français. Après avoir acheté des provisions, nous avons décidé d'aller dans une zone où nous savions que de nombreux sans-abri avaient l'habitude de se rassembler. Mon cœur battait la chamade. J'étais nerveux, mais l'idée de voir le sourire sur le visage de quelqu'un en recevant un plat chaud me motivait. Lorsque nous arrivâmes sur place, le tableau était désolant, des personnes recroquevillées, affichant des expressions de désespoir et de faim. « Tiens, commence à distribuer », suggérai-je à Anna en tenant une boîte de nourriture. « Je vais leur parler. » Anna acquiesça, et en voyant son sourire encourageant, je me lançai. « Et, tout le monde. Regardez. Nous avons de la nourriture », criai-je pour attirer leur attention. Les visages se tournèrent vers moi, et je vis l'espoir briller dans les yeux de certains. « Venez, venez. Nous avons de la nourriture pour tout le monde. » Les gens commencèrent à s'approcher, et dès que nous commençâmes à distribuer les aliments, la joie était palpable. Un homme aux cheveux en désordre et à la barbe rase me remercia alors que je lui tendais un plat chaud. « Merci beaucoup, mon ami. Cela compte énormément pour moi. » Mais à mesure que la distribution avançait, un nuage d'inquiétude commença à se former dans mon esprit. Où était Rémi? C'était l'un des nôtres, et je ne l'avais pas vu depuis la nuit précédente. Le souvenir de sa voix, pleine de rire et d'histoire, me rendait inquiet. « Anna, as-tu vu Rémi ?» lui demandai-je, essayant de garder mon calme. « Non, je ne l'ai pas vu, » répondit-elle, son sourire s'estompant. « Mais continuons à aider, il doit sûrement apparaître. » À mesure que l'après-midi avançait, l'atmosphère commença à changer. Les personnes recevant de la nourriture étaient reconnaissantes, mais une tension était palpable. Je fus appelé par un groupe de sans-abri qui conversait dans un coin. « Pedro » m'interpella l'un d'eux, nommé Jacques. « As-tu entendu les rumeurs sur le cartel? Ils disent qu'ils enlèvent des gens. » Mon cœur s'emballa. « Enlever? Que veux-tu dire? Certains amis que nous connaissons ont disparu, dit-il, regardant autour de lui comme s'il craignait d'être entendu. Ils ont passé beaucoup de temps dans les rues, et maintenant nous ne savons pas où ils sont. On dit que le cartel est derrière tout cela. Une sensation de panique m'envahit. J'avais apporté l'argent de la mallette pour aider, mais maintenant je mettais tout le monde en danger. Nous devons faire quelque chose, dis-je, la détermination grandissant en moi. Nous ne pouvons pas rester là sans agir pendant qu'ils emportent nos amis. Anna s'approcha, sentant le changement de climat. « Pedro, nous devons garder notre calme. Nous ne pouvons pas agir sans un plan. Si le cartel est vraiment après nous. » « Nous ne pouvons pas attendre, » l'interrompis-je, la frustration débordant. « Nous devons vérifier si Rémi est en danger. Si le cartel s'en prend à lui, nous n'avons pas beaucoup de temps. » Anna hésita, mais le regard dans ses yeux montrait qu'elle s'inquiétait tout autant que moi. « Tu as raison. Mais nous devons être prudents. Nous ne pouvons pas céder à la panique. » J'essayais d'ignorer le désespoir qui m'enveloppait et me concentrer sur la recherche de Rémi. « Je vais parler à quelques personnes. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Prends soin de toi, s'il te plaît, Pedro, » dit Anna, tenant ma main un instant avant que je ne parte. La connexion entre nous était forte, et je pouvais sentir qu'elle se souciait, mais l'urgence de la situation me poussait en avant. Je parlais à quelques connaissances, demandant si quelqu'un avait vu Rémi. Les réponses étaient négatives, et l'inquiétude ne faisait qu'augmenter. « S'il vous plaît, quelqu'un doit savoir où il est » implorai-je à un groupe de sans-abri. Finalement, un homme plus âgé, qui avait l'habitude de vivre dans la rue, s'approcha de moi. « J'ai entendu des rumeurs, gamin, dit-il d'une voix rauque.
le cartel a un nouveau point de vente dans un entrepôt abandonné. Ils ont l'habitude d'emporter ceux qui se mettent en travers de leur chemin, mon cœur se serra. Sais-tu s'ils ont quelqu'un là-bas maintenant? Je ne suis pas sûr, mais si tu cherches ton ami, cela pourrait être ta dernière chance de le retrouver. Fais attention, gamin. Ces gars-là ne rigolent pas, avertit-il, la gravité de son regard ne laissant place à aucun doute. Je savais que je devais agir. Merci, murmurai-je, et l'adrénaline commença à couler dans mes veines. Quand je revins vers Anna, elle me regarda avec inquiétude. Que s'est-il passé? J'ai entendu des rumeurs, commençai-je, essayant d'organiser mes pensées. Le cartel enlève des gens, et il se pourrait que Rémi soit dans un entrepôt. Nous devons y aller. Anna fronça les sourcils. Es-tu sûr de ça? Et si c'est un piège? Je ne sais pas, mais nous ne pouvons pas rester sans rien faire, répondis-je, la détermination prenant le dessus. Si Rémi est en danger, il n'y a pas moyen de rester sans agir. Anna prit une profonde respiration et, pendant un moment, elle semblait peser ses options. Enfin, elle acquiesça. D'accord. Allons-y, mais nous devons être rapides et prudents. Alors que nous marchions vers l'entrepôt, le poids de ce que nous étions sur le point de faire pesait sur nos épaules. La ville semblait plus sombre, et la peur d'être découvert m'accompagnait à chaque pas. « Pedro, si quelque chose arrive. » Commença Anna, mais je l'interrompis. Rien ne va arriver. Nous sommes ensemble, et nous allons retrouver Rémi, dis-je, essayant de transmettre de la confiance, même si mon propre cœur battait la chamade. En arrivant à l'entrepôt, la scène était désolante. L'endroit était entouré d'une haute clôture et peu de lumière était allumée. Restons cachés et observons, proposai-je, entraînant Anna vers un coin plus sombre. Nous devons voir s'il y a quelqu'un là-dedans avant d'entrer. Nous observâmes pendant quelques minutes, et la tension était palpable. Le silence était seulement troublé par le bruit lointain de la ville. « Pedro, que penses-tu » murmura Anna, sa voix basse. « Je pense à ce que nous pouvons faire » répondis-je, essayant de garder mon calme. S'ils ont Rémi, nous devons agir vite. Nous ne pouvons pas le laisser souffrir à cause de moi. C'est alors que j'entendis un bruit venant de l'intérieur de l'entrepôt. Mon cœur s'accéléra, et une vague d'adrénaline me traversa. Jetant un œil, proposai-je, avançant lentement vers l'entrée. À mesure que nous nous rapprochions, nous pouvions entendre des voix. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, gamin » résonna une voix grave. « Si tu continues comme ça, tu le regretteras. » C'était le chef du cartel, et je savais que nous ne pouvions plus attendre. Je regardai Anna, qui était aussi tendue que moi. « C'est maintenant ou jamais » dis-je avant de pousser la porte et d'entrer. La réunion était prévue pour ce soir-là, et l'air était chargé de tension. La faible lumière d'une lampe à huile illuminait la petite zone où nous nous étions réunis, un coin caché du parc, loin des regards curieux de la ville. Je me sentais partagé, un tourbillon d'émotions dans ma poitrine. D'un côté, l'idée que la mallette pourrait nous donner une réelle chance de changer nos vies, d'aider ceux qui, comme moi, vivaient dans la rue. De l'autre, la peur qui grandissait chaque jour, à chaque nouvelle de disparition et d'enlèvement qui circulait parmi les sans-abri de Paris. « Je pense que nous devons parler de la situation » dit Anna, brisant le silence qui pesait entre nous. Sa voix était ferme, mais je pouvais percevoir l'inquiétude dans ses yeux. Elle avait toujours eu un don pour prendre soin des autres, pour mettre les besoins des autres avant les siens. La vérité est qu'en plein milieu de ce chaos, traduction en français, un silence pesant s'est installé entre nous alors que nous considérions les paroles d'Anna. L'idée était tentante, mais en même temps terrifiante. Le poids de la mallette commençait à sembler plus comme une malédiction qu'une bénédiction. « Tu crois vraiment que ça peut fonctionner » demandai-je, plongeant mon regard dans celui d'Anna. Elle hocha la tête, déterminée. « Oui, j'y crois. Mais nous devons agir vite. Nous avons besoin d'un plan. Si nous parvenons à nous unir, nous pouvons faire la différence. » « D'accord, alors que faisons-nous en premier » demanda Luc, encore hésitant mais l'étincelle d'espoir commençant à briller dans ses yeux. « Commençons par distribuer de la nourriture et des couvertures » proposa Anna. « Nous pouvons utiliser une partie de l'argent pour ça. Les gens ont besoin d'aide, et si nous parvenons à gagner la confiance de la communauté, peut-être qu'ils se joindront à nous. Nous devons montrer que nous ne pensons pas seulement à nous-mêmes, mais que nous luttons pour tous. » « C'est logique, dis-je, commençant à ressentir une vague de courage. Si nous pouvons aider quelques-uns, peut-être pourrons-nous inspirer d'autres à nous rejoindre.
Exactement, sourit Anna, son sourire illuminant l'obscurité qui nous entourait. Nous allons commencer demain. Je connais quelques endroits où nous pouvons obtenir plus de nourriture et de couverture. Et nous devons faire passer le mot. Nous devons que tout le monde sache que nous sommes ici pour aider. Cette nuit-là, alors que je rentrais à mon endroit dans le parc, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir aux paroles d'Anna. L'idée de s'unir, de lutter pour quelque chose de plus grand que soi, semblait être une nouvelle réalité. Mais en même temps, la peur était toujours présente, comme une ombre qui ne me lâchait pas. Le lendemain, je me suis réveillé tôt, la pluie tombant encore dehors. Le ciel gris reflétait mon état d'esprit, mais une détermination croissante se faisait jour en moi. Avec la mallette en main, je marchais jusqu'à l'endroit où Anna avait dit qu'elle serait. En arrivant, je la trouvais déjà en train d'organiser quelques dons de nourriture. « Bonjour, Pedro » s'exclama-t-elle, enthousiaste, en rangeant les paquets. « Tu es prêt à commencer » ? « Oui, répondis-je, ressentant un froid dans mon ventre. « Que veux-tu que je fasse » ? « Nous allons distribuer la nourriture et les couvertures dans la zone où de nombreux sans-abri se rassemblent. L'important, c'est qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, expliqua-t-elle. Je hochai la tête et nous commençâmes à marcher dans les rues. Le son de la pluie mêlé au murmure de la ville, et à mesure que nous nous approchions de notre destination, mon cœur s'accélérait. En arrivant, je vis un groupe de personnes regroupées sous un viaduc, cherchant refuge de la pluie. C'était un tableau triste, mais en même temps, il y avait une sensation de camaraderie parmi eux. « Et, les amis » appela Anna, et les gens se tournèrent vers nous, intrigués. « Nous avons de la nourriture et des couvertures pour vous. » Le regard de gratitude sur leur visage était tout ce dont j'avais besoin pour sentir que nous faisions la bonne chose. Nous commençâmes à distribuer les articles, et tandis que nous remettions, nous parlions avec chacun d'eux. Beaucoup avaient des histoires de vie déchirantes, et la connexion que je commençais à ressentir avec eux était quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. « Pedro !» « Pedro !» cria une voix familière. C'était Rémi, mon ami qui avait disparu récemment. Il était sale et avait les yeux effrayés, mais il était vivant. Je courus vers lui, le prenant dans mes bras. « J'étais tellement inquiet pour toi. »« Que s'est-il passé ?» demandai-je, soulagé et en même temps anxieux. J'ai été kidnappé, répondit-il, la voix tremblante. Mais j'ai réussi à m'échapper. Ils étaient derrière toi, Pedro. Le cartel, ils ont su que tu avais trouvé la mallette. Le poids de ces mots me frappa comme un coup au ventre. La réalité du danger devenait de plus en plus intense. Nous devons partir d'ici, Rémi. C'est pour ça que nous faisons ça. Nous devons unir les gens, montrer que nous avons de la force ensemble. Tu as raison, dit-il, regardant autour de lui. Mais nous devons être prudents. Nous ne pouvons pas laisser qu'ils nous trouvent. À partir de ce moment, l'urgence de la situation devint encore plus évidente. Pendant que nous continuions à distribuer nourriture et couverture, la conversation revenait toujours au cartel. Les rumeurs sur les enlèvements se propageaient, et la sensation d'insécurité devenait insupportable. Nous devons en savoir plus sur ce qui se passe, dis-je à Anna en marchant de retour, le cœur lourd. S'ils sont derrière nous, nous devons comprendre ce qu'ils préparent. Je suis d'accord, répondit Anna, son regard déterminé. Je vais parler à quelques personnes que je connais. Peut-être que quelqu'un a des informations sur le cartel. Nous devons agir rapidement. Je savais que la situation se compliquait, et la peur commençait à s'infiltrer dans mon esprit. Mais en même temps, la connexion que je formais avec Anna et les autres me donnait de la force. L'idée que nous luttions pour quelque chose de plus grand, pour un avenir meilleur pour nous tous, commençait à dépasser la peur qui me consumait. C'était notre seule chance, et je n'étais pas prêt à la laisser filer. Alors que nous retournions à notre abri dans le parc, la nuit était déjà tombée. L'obscurité enveloppait tout, mais la détermination en moi était plus forte que jamais. Je savais que nous devrions faire face aux défis à venir, mais maintenant je n'étais plus seul. Nous étions ensemble, et c'était tout ce qui comptait. La nuit était froide, et le vent glacial me faisait me blottir sous ma couverture déchirée, mais ce n'était pas le froid qui m'inquiétait. L'image de Rémi disparaissant dans l'obscurité de Paris, peut-être entre les griffes du cartel, me hantait. Je m'assis dans un coin du petit abri que je partageais avec d'autres sans-abri, et la faible lumière d'une lanterne clignotait, projetant des ombres dansantes sur les murs de briques sales. J'entendais les murmures des autres, mais mon esprit était loin. « Je pense que nous devons faire quelque chose, Anna, dis-je, brisant le silence qui pesait entre nous. Elle était là, à mes côtés,
avec un regard pensif. Ce que j'avais en tête était risqué, mais la situation devenait insoutenable. Si le cartel était vraiment derrière nous, nous ne pouvions pas attendre qu'il nous atteigne. Anna me regarda avec des yeux brillants à la lumière de la lanterne. Que proposes-tu, Pedro? Tu sais que c'est dangereux. Nous ne pouvons pas simplement aller après eux sans un plan. Je sais, mais, et s'ils prenaient quelqu'un d'autre? Et si le prochain était toi ou moi? Je respirais profondément, essayant d'organiser mes pensées. Nous devons nous unir. Allons chercher Rémi. S'il est en danger, nous ne pouvons pas le laisser derrière. Elle fronça les sourcils, son visage reflétant une lutte intérieure. Pedro, ce n'est pas un jeu. Nous avons affaire à des gens qui n'hésitent pas à tuer. Nous devons être intelligents. Que proposes-tu que nous fassions? Je me souviens d'un ami d'enfance, quelqu'un qui avait des contacts. Il sait des choses sur le cartel. Si nous pouvons obtenir des informations, nous pourrons mieux planifier notre approche. L'idée devenait de plus en plus claire au fur et à mesure que je parlais. La détermination grandissait en moi, comme une flamme qui ne voulait pas s'éteindre. Anna soupira, et je pouvais voir qu'elle était hésitante. Tu crois vraiment que ça va fonctionner? Et si le cartel découvre que nous sommes derrière eux? Tu pourrais mettre tout le monde en danger. Mais si nous ne faisons rien, nous sommes perdus, Anna. Je ne peux pas rester là sans rien faire alors que Rémi pourrait souffrir. Je plongeai dans ses yeux, cherchant une lueur de compréhension. Tu sais aussi ce que c'est que de vivre ainsi, sans espoir. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous dominer. Nous devons nous battre pour ceux qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. Elle ferma les yeux un moment, comme si elle pesait mes paroles. Tu as raison. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Allons chercher ton ami. Je m'habillai rapidement, prenant ce que je pouvais pour manger dans la journée. En rencontrant Anna, son expression avait une détermination palpable, mais aussi une pointe d'inquiétude. Nous sommes prêts pour ça, lui demandai-je, essayant de garder ma voix confiante. Oui, mais, que sais-tu de ton ami? Peut-il encore te faire confiance? Anna semblait prudente, et je la comprenais. Le monde dans lequel nous vivions était traître, et faire confiance à quelqu'un pouvait être une sentence de mort. C'était mon ami d'enfance. Nous avons grandi ensemble, mais j'ai perdu contact au fil des ans. Je ne sais pas comment il va maintenant, mais il doit savoir quelque chose. L'idée de le revoir me fit ressentir une vague de nostalgie. Allons le trouver. Il peut nous aider. Nous avons traversé la ville, et l'atmosphère était lourde, comme si l'air était chargé de tension. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais l'idée de rencontrer quelqu'un qui pourrait nous donner des informations sur le cartel me réchauffait le cœur. En arrivant à l'endroit où il avait l'habitude de vivre, un ancien bâtiment usé par le temps, le souvenir de nos rires d'enfance me submergea. C'est ici, dis-je, m'arrêtant devant l'immeuble. Cet endroit semblait si différent quand nous étions enfants. Allons-y alors. Nous devons savoir s'il est toujours là. Anna me poussa doucement, et nous commençâmes à gravir les escaliers poussiéreux. L'odeur de moisissure et de saleté était forte, mais j'étais déterminé à retrouver mon ami. Je frappai à la porte de l'appartement dont je me souvenais comme étant le sien. L'écho de mon coup résonna dans le couloir vide. J'attendis, et l'incertitude commença à m'assaillir. Puis, la porte s'ouvrit lentement, révélant un homme d'âge moyen, avec des cheveux en désordre et une expression de surprise. Pedro? Il me regarda comme s'il n'en croyait pas ses yeux. C'est toi? Oui, Daniel. Ça fait longtemps. Je l'enlaçai, sentant la familiarité du passé m'envahir. Après tant d'années, voir un visage connu apportait un soulagement momentané. Comment tu vas? Que s'est-il passé? Demanda Daniel, me scrutant, puis regardant Anna à mes côtés. Je survis. En fait, nous avons besoin de ton aide, dis-je, essayant de rester sérieux. Tu sais que le cartel est actif dans la ville. Ils ont enlevé un de nos amis, et nous avons besoin d'informations à leur sujet. Un cartel? C'est sérieux, Pedro. Tu ne devrais pas t'impliquer avec eux. La préoccupation dans la voix de Daniel était palpable. Je sais, mais nous n'avons pas le choix. Si nous ne faisons rien, ils continueront à infliger douleur et souffrance à beaucoup. Nous essayons d'aider ceux qui n'ont pas de voix, expliquai-je, ressentant l'urgence de la situation. C'est risqué, mais je vais voir ce que je peux faire. Mais d'abord, vous devez sortir d'ici.
Ils ont des yeux et des oreilles partout, dit Daniel, regardant autour de lui comme s'il craignait que quelqu'un écoute. Nous nous déplaçâmes vers un coin de l'appartement, loin des fenêtres. Daniel commença à partager ce qu'il savait. Le cartel est partout. Ils sont impliqués dans des enlèvements, du trafic et bien plus encore. Récemment, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles ils recherchent une mallette que quelqu'un a trouvée. Que sais-tu à ce sujet? La réalité de la situation commença à se consolider. J'ai trouvé cette mallette, pleine d'euros. Je pensais pouvoir utiliser cet argent pour aider les autres, mais maintenant je réalise que cela n'a fait qu'attirer des problèmes. Ils sont à sa recherche. Daniel secoua la tête, visiblement inquiet. C'est très dangereux, Pedro. Tu dois être prudent. Le chef du cartel n'hésitera pas à éliminer quiconque se met en travers de son chemin. La gravité de ces paroles me frappa comme un coup. Je le sais, mais je ne peux pas rester là sans rien faire. Je ne peux pas laisser qu'il blesse d'autres personnes. Nous devons agir. Anna me regarda, ses yeux reflétant la même détermination que je ressentais. Nous sommes prêts à prendre des risques, Daniel. Nous sommes prêts à nous battre. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous vaincre. Il prit une profonde respiration, pensif. Si vous voulez vraiment affronter cela, alors vous devez vous préparer. Nous devons rassembler plus de gens. Ce ne sera pas facile, mais ensemble, nous avons une chance. Alors faisons-le, dis-je, sentant l'adrénaline parcourir mon corps. Unissons-nous et combattons. Nous ne pouvons pas laisser le cartel continuer à terroriser notre ville. Daniel acquiesça, son expression se transformant pour refléter une détermination similaire. D'accord, je vais rassembler quelques personnes qui peuvent aider. Mais nous devons agir vite. Avec un nouveau sens de l'objectif, nous quittâmes l'appartement de Daniel, sachant que la lutte ne faisait que commencer. Le courage en moi grandissait, et je savais que, peu importe ce qui allait se passer, je n'étais pas seul. Anna était à mes côtés, et ensemble, nous ferions ce qu'il fallait pour sauver Rémi et lutter pour ceux qui ne pouvaient pas se battre pour eux-mêmes. L'atmosphère dans l'entrepôt abandonné était pesante. L'odeur de moisissure et d'humidité se mêlait à l'adrénaline qui pulsait dans nos veines. Je regardais autour de moi, observant les visages déterminés d'Anna, Thomas et des autres qui s'étaient joints à nous dans cette mission risquée. Nous avions tous un objectif clair, sauver Rémi et exposer le cartel. Mais, en même temps, une tension palpable flottait dans l'air, une peur subtile chuchotant à nos oreilles que nous pourrions ne pas sortir vivants de cela. Nous devons être rapides et silencieux, dis-je, essayant d'insuffler un peu de confiance au groupe. S'ils réalisent que nous sommes ici, nous n'aurons pas une seconde chance. Anna s'approcha de moi, son regard ferme. Pedro, es-tu sûr de vouloir faire cela? Être contre le cartel est dangereux. Ils n'hésiteront pas à nous tuer. Je sais, répondis-je, sentant mon cœur s'emballer. Mais si nous ne faisons rien, qui va sauver Rémi? C'est notre ami, et nous devons nous battre pour lui. Nous ne pouvons pas laisser la peur nous paralyser. Les autres acquiescèrent, et la détermination commença à se répandre dans le groupe. Thomas, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit une profonde inspiration et nous regarda. Ce n'est pas une opération simple, dit-il, d'une voix basse. Le cartel a des yeux partout. Je connais quelques-unes des routes de fuite, mais je ne peux pas garantir notre sécurité. Comment le sais-tu, Thomas? Demandai-je, ressentant une pointe de méfiance. As-tu des liens avec eux? Il leva les mains dans un geste de reddition. Non, ce n'est pas ça. J'ai eu des problèmes dans le passé, mais je ne fais plus partie de ça. Je suis ici pour vous aider. Et croyez-moi, ce que je sais peut faire la différence. J'hésitais, mais la sincérité dans son regard me détendit un peu. D'accord. Alors, que devons-nous faire? Thomas commença à expliquer le plan. Nous allons entrer par la porte de derrière. Ils ont généralement un garde à l'entrée principale, mais si nous sommes rapides, nous pouvons l'éviter. Ensuite, nous devons trouver Rémi et sortir avant qu'il ne réalise que nous sommes là. Anna me regarda, inquiète. Et si nous sommes découverts? Que ferons-nous? Nous devons avoir un plan de fuite, dis-je, essayant de garder mon calme. Divisons le groupe. Certains resteront pour distraire les hommes de main, tandis que d'autres iront chercher Rémi. Si tout tourne mal, nous devons savoir où courir. Les autres commencèrent à s'organiser, et je réalisai que la tension se transformait en une énergie concentrée. Nous étions tous conscients des risques, mais la détermination de sauver un ami l'emportait sur la peur.
Alors que nous nous préparions, l'ambiance était chargée d'attente. Je me sentais partagé entre l'anxiété et l'adrénaline. Le passé de Thomas planait toujours dans mon esprit, mais ce n'était pas le moment de poser des questions. Nous devions agir. Allons-y, dis-je, faisant un pas en avant. Il est temps d'agir. Nous sortîmes de l'entrepôt, avançant prudemment dans l'ombre. La rue était déserte, la dièse, tout est propre. Allons-y. Nous sommes entrés rapidement, et l'odeur de cigarettes et d'alcool nous a frappés. L'environnement était sombre et étouffant, et les rires et la musique forte résonnaient d'une salle adjacente. Je pouvais sentir mon estomac se tordre à l'idée de ce qui se passait là-dedans. Séparons-nous, ai-je proposé. Thomas, Anna et moi allons chercher Rémi. Les autres, distraisez les gardes. Nous avons besoin de temps. Les autres ont acquiescé et se sont éloignés, et je me suis senti un peu plus soulagé. Avec Anna et Thomas à mes côtés, nous avons progressé vers la salle où le son était plus intense. Cependant, à mesure que nous approchions, quelque chose en moi commençait à s'agiter. Une voix intérieure me disait que j'oubliais quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait être la clé de notre sécurité. Je me suis retourné pour regarder Thomas. Es-tu sûr qu'il n'y a personne là-dedans qui pourrait nous reconnaître? Il a hésité un instant, et cela m'a rendu inquiet. Non, ça ne devrait pas. La plupart d'entre eux sont dans la salle principale, et ceux qui sont ici dans le couloir ne sont que des gardes. Je ne te fais toujours pas entièrement confiance, ai-je dit. Je ne veux pas que quoi que ce soit tourne mal à cause d'une erreur de ta part. Je comprends, a-t-il répondu, la frustration évidente dans sa voix. Mais tu dois me faire confiance. Je suis là pour aider. D'accord. Continuons. Je ne voulais pas perdre plus de temps. La dernière chose que je voulais était de laisser Rémi en danger. Nous sommes entrés dans un couloir sombre et humide. Les lumières clignotaient, et le son des rires devenait de plus en plus fort. Nous sommes proches, ai-je murmuré. Quand nous sommes arrivés devant la porte de la salle, nous avons échangé des regards. Anna avait l'air aussi nerveuse que moi. Prêt, a-t-elle demandé, sa main sur la poignée de la porte. Prêt, ai-je répondu, et elle a lentement ouvert la porte. La scène qui se déroulait devant nous était horrible. Un groupe d'hommes était réuni autour d'une table, comptant de l'argent et riant. Dans un coin de la salle, j'ai vu Rémi, ligoté et avec une expression de désespoir sur le visage. Mon cœur s'est emballé. Rémi, ai-je crié, sans réfléchir. Les hommes se sont immédiatement retournés, et la salle a plongé dans un silence mortel. L'un d'eux, un colosse avec un regard froid et calculateur, a souri. Regarde qui a décidé de faire son apparition. Le gamin des rues. Libère-le, ai-je exigé, sentant le courage m'envahir. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ah, mais tu te trompes. Il est ma garantie que tu apporteras la mallette, a répondu le colosse, s'approchant de nous. Et si tu ne l'apportes pas, eh bien, sa vie ne vaut rien pour moi. Anna et moi avons échangé un regard, et je savais que nous devions agir vite. Allons le sortir d'ici, ai-je dit, mais avant que nous puissions faire le moindre mouvement, le colosse a brandi son arme. Un pas de plus et je le tue, a-t-il crié, et la peur a parcouru mon corps comme un choc électrique. Attends, ai-je imploré, levant les mains. Nous pouvons faire ça autrement. Nous pouvons négocier. Négocier? Tu penses que je te fais confiance? L'homme a ri, mais il y avait une hésitation dans ses yeux. Il réfléchissait. Oui, tu peux m'utiliser comme appât. J'apporte la mallette et tu libères Rémi, ai-je proposé, essayant d'avoir l'air plus confiant que je ne l'étais vraiment. Le colosse a regardé ses amis, et la tension dans la salle a augmenté. Anna était à mes côtés, et je pouvais voir qu'elle était aussi préoccupée que moi. Le temps semblait s'écouler lentement, et je savais que nous devions faire quelque chose avant qu'il ne change d'avis. Tu as une chance, a-t-il dit, enfin. Mais si tu essaies quoi que ce soit, je jure que je tue chacun d'entre vous. Je promets que nous ne ferons rien, ai-je dit, soutenant son regard. Nous allons juste sortir d'ici avec Rémi. Il a encore une fois hésité, et cela m'a donné un peu d'espoir. Mais en même temps, le doute sur Thomas planait encore dans mon esprit. Que faisait-il vraiment ici? Pourrait-il être une menace? L'adrénaline circulait dans mes veines alors que nous nous positionnions devant le point de vente du cartel. L'air était tendu, et je pouvais sentir le poids de la responsabilité sur mes épaules. J'ai regardé Anna, qui était à mes côtés, son visage déterminé illuminé par la faible lumière d'une ampoule suspendue au-dessus de nous.
Es-tu prêt? A-t-elle demandé, son regard ferme. Prêt ou pas, nous devons le faire, ai-je répondu, essayant de cacher le nerf qui menaçait de me submerger. Je n'avais jamais été dans une telle situation auparavant. Ce qui avait commencé comme une simple quête de justice s'était transformé en une opération de sauvetage pleine de dangers mortels. Mais d'un autre côté, l'idée de laisser Rémi derrière était insupportable. Le plan était simple, nous entrerions, trouverions Rémi et sortirions rapidement. Mais ce qui est simple en théorie devient souvent complexe dans la pratique, surtout quand il s'agit de personnes qui n'hésitent pas à utiliser la violence pour maintenir leur emprise. J'ai regardé les autres membres du groupe. Thomas, le gars qui semblait avoir un passé trouble avec le cartel, était à quelques pas, son expression impassible, mais il y avait quelque chose dans son regard qui me laissait inquiet. « Rappelez-vous de ce que nous avons discuté, a dit Anna, élevant la voix pour que tout le monde puisse entendre. Si nous trouvons Rémi, nous ne pouvons pas hésiter. Nous devons agir vite et sortir avant qu'il ne réalise. » Tous ont acquiescé, mais je pouvais voir dans leurs yeux que le doute et la peur étaient également présents. La porte de l'entrepôt était entrebâillée, et je pouvais entendre des voix à l'intérieur. Mon cœur a commencé à s'accélérer. « Allons-y, ai-je murmuré, avançant d'un pas. Anna m'a suivi de près, et bientôt nous étions tous ensemble, poussant prudemment la porte. Le son grinçant a résonné dans le silence de la nuit, et le froid de la brise qui entrait semblait augmenter la tension dans l'air. Lorsque je suis entré, la scène était grotesque. L'endroit était mal éclairé, avec des caisses empilées et une odeur de moisi qui rendait tout plus suffocant. Des hommes robustes étaient assis autour d'une table, conversant joyeusement entre des rires et des verres de boisson. Au centre, un jeune, que j'ai immédiatement reconnu comme Rémi, était ligoté à une chaise, son expression de désespoir me fendait le cœur. Là-bas, a chuchoté Anna, son regard rivé sur Rémi. Nous devons agir maintenant. D'un geste, j'ai signalé à tout le monde de se disperser, et je me suis rapproché de la table. Le groupe d'hommes ne remarquait pas notre entrée, trop occupés par leur conversation. Thomas, tu sais quoi faire, ai-je murmuré, et il a acquiescé, commençant à se déplacer sur le côté, tandis que je me préparais à agir. Soudain, l'un des hommes s'est retourné, ses yeux rencontrant les miens. Le sourire qui était auparavant sur son visage a immédiatement disparu, et il a crié « Et qui êtes-vous » La situation a explosé dans un chaos instantané. Maintenant, ai-je crié, et nous avons attaqué. Anna et moi avons couru vers la table, tandis que Thomas et les autres se dispersaient pour faire face aux gardes qui commençaient à se lever et à dégainer leurs armes. Le premier homme à se lever était rapide, mais j'étais déjà prêt. D'un mouvement rapide, j'ai réussi à esquiver son coup et, dans un élan, je l'ai poussé contre la table. Il a trébuché et est tombé, s'écrasant contre les verres et les bouteilles. Le bruit du verre brisé a résonné dans l'air, mais je n'avais pas le temps de penser à cela. « Rémi » ai-je crié en m'approchant de lui. Il m'a regardé, ses yeux pleins de gratitude et de peur. « Je suis là. Sortons d'ici. » Pendant ce temps, Anna se battait contre un autre homme, ses mains se déplaçant avec une agilité surprenante. Traduction en français, Anna cria, et rapidement, elle poussa Rémi et moi sur le côté, tandis qu'elle se lançait à la rencontre de l'homme. Le bruit de l'impact de son corps contre le sol fut assourdissant. Je n'arrivais pas à croire que nous étions réellement en train de faire face à ces types. « Nous devons partir maintenant, » dit Thomas, courant vers nous. Il était hors d'haleine, et son visage montrait le stress de la situation. « Il y a encore d'autres hommes qui arrivent. Allez !» Avec Rémi toujours à mes côtés, nous commençâmes à courir vers la sortie, mais le chaos ne cessait pas. D'autres hommes commençaient à s'agiter, cherchant les armes éparpillées sur la table. La panique s'installait, et l'adrénaline me faisait sentir comme si j'étais dans un film d'action. « Thomas ! Que fais-tu » cria Anna, tandis que nous tentions de nous éloigner. Il hésita une seconde, et cela fut suffisant pour qu'un des hommes s'approche de lui, prêt à attaquer. « Fais attention » criai-je, mais Thomas se retourna et, d'un mouvement rapide, porta un coup qui le fit reculer. Il tira une arme d'un des hommes tombés et tira, mais le bruit du coup de feu fut étouffé par le tumulte de la lutte qui continuait autour de nous. « Allons-y !» Maintenant, criai-je à nouveau, tirant Rémi en direction de la sortie. La peur et la colère se mêlaient en moi, et le besoin de le protéger me faisait agir avec plus d'intensité. Je ne pouvais pas le laisser derrière. Quand nous atteignîmes enfin la porte, je regardai en arrière et vis Anna se battre contre un autre homme. « Anna, viens !» hurlai-je, et elle tourna la tête, son regard déterminé. Avec un dernier coup,
elle réussit à renverser l'homme et courut vers nous. Pedro, appela-t-elle, mais le bruit de pas lourd qui s'approchait me fit hésiter. Vite, allons-y, tirai-je Rémi et Anna, et nous courûmes hors de l'entrepôt. Dehors, la lumière de la rue semblait presque éblouissante, et je me sentis temporairement désorienté. Je regardai en arrière et vis que certains des hommes sortaient, mais nous étions encore en avance. Où allons-nous ? Demanda Rémi, sa voix tremblante. Là, je pointai vers une rue latérale, où quelques ombres pouvaient nous cacher. Vite ! Nous courûmes, nos cœurs battant à tout rompre. La peur et l'adrénaline nous poussaient, mais la certitude que nous devions sauver Rémi nous gardait concentrés. Lorsque nous atteignîmes le coin, je m'arrêtai un instant pour reprendre mon souffle. Nous allons bien, murmurai-je, regardant Anna et Rémi. Mais la sensation d'être en sécurité fut de courte durée. Le bruit des coups de feu résonnait encore dans nos oreilles, et je savais que la lutte n'était pas terminée. Nous ne pouvons pas nous arrêter ici. Nous devons nous éloigner, insista Anna, regardant en arrière. Je savais qu'elle avait raison. Le cartel ne renoncerait pas facilement. Allez, encore un peu. Poussai-je Rémi dans la direction de la rue. Ce qui avait commencé comme un espoir de sauver un ami était devenu une lutte pour la survie. Et à chaque pas que nous faisions, je sentais que la véritable bataille ne faisait que commencer. Le bruit des tirs résonnait dans mes oreilles comme une lamentation, et l'adrénaline pulsait dans mes veines. L'odeur de poudre et de peur se mêlait à l'air, lourd et suffocant. Ce qui avait commencé comme une tentative de sauver Rémi s'était maintenant transformé en un cauchemar, et je me retrouvais acculé dans un coin sombre de cet entrepôt, la mallette d'euros serrée contre mon bras, comme si elle était la seule chose qu'il me restait. Puis, il apparut. Le chef du cartel. Un homme que je connaissais seulement par des rumeurs et des histoires chuchotées dans les rues. Un homme qui n'avait pas d'âme, juste un regard froid et calculateur. Il s'approcha de moi, un sourire tordu sur les lèvres, et je sentis un frisson parcourir mon dos. Alors, gamin, tu pensais vraiment que tu pourrais t'en sortir avec ça? Sa voix était comme du poison, douce et mortelle à la fois. Il fit un geste vers les hommes autour de lui, qui me regardaient avec des expressions amusées. Je voulais juste aider mes amis, répondis-je, essayant de paraître plus confiant que je ne me sentais vraiment. La vérité était que le courage semblait glisser entre mes doigts, tout comme la vie de Rémi, qui était en jeu, à aider. Un mot si beau, n'est-ce pas? Il secoua la tête, comme s'il était enchanté par sa propre rhétorique. Mais la vie dans les rues n'est pas faite d'aide, mon jeune. Elle est faite de pouvoir, d'argent. Et toi, tu viens de te mettre dans une position très dangereuse. Inspirant profondément, j'essayais de rester ferme. Je pensais à Anna, à la façon dont elle s'était interposée entre moi et le danger, comme si elle voulait me protéger à tout prix. Et, pendant un instant, cela me donna de la force. Je ne suis pas un lâche, déclarai-je, essayant de trouver un peu de bravoure au milieu du chaos. Je ne te laisserai pas faire de mal à personne. Il rit, un son perturbant qui résonnait contre les murs de l'entrepôt. Le courage est une chose intéressante. Mais je vois que tu n'as pas encore compris la gravité de la situation. Tu as une mallette qui m'appartient. Et je n'ai aucun scrupule à tuer pour la récupérer. À ce moment-là, Anna apparut. Elle surgit de nulle part, comme une vision, et se plaça entre moi et le mafieux. Non. Tu ne toucheras pas à lui. Sa voix était ferme, et la détermination dans son regard était indéniable. Ah, la héroïne, dit le mafieux, levant un sourcil. Et tu penses pouvoir me intimider? Tu penses pouvoir sauver ton ami avec du courage vide? Anna n'hésita pas, je ne suis pas ici pour t'intimider, mais pour te faire savoir que tu ne pourras pas avoir tout ce que tu veux. Pas à n'importe quel prix. Que c'est beau, il se moqua, mais il y avait quelque chose dans son regard qui indiquait qu'elle l'avait touché. Et tu pensais pouvoir t'en sortir impunément, n'est-ce pas? Que ferais-tu si je décidais de mettre fin à la vie de ce garçon ici? Anna ne recula pas, tu peux essayer, mais je ne te laisserai pas détruire ce qu'il nous reste de bon. Pas pour protéger cette fortune maudite. La tension monta. Je sentais mon cœur s'accélérer en regardant la scène, conscient que la vie de nous tous tenait à un fil. Le mafieux hésita, semblant intrigué par le courage d'Anna. Tu es courageuse, je dois l'admettre. Mais le courage ne paie pas les factures, et cela ne vous sauvera pas, ni lui. Il ne s'agit pas d'argent, répondit Anna, son regard fixé sur le mafieux. Si tu crois vraiment que le pouvoir et la fortune sont tout ce qui compte, alors tu as déjà perdu. La vraie richesse vient de la connexion que nous avons les uns avec les autres.
Et tu ne l'auras jamais. Connexion? Il rit à nouveau, mais pas avec mépris. Il y avait une touche de curiosité dans son rire. Que sais-tu des connexions? Tu es juste une fille perdue, essayant de sauver un garçon sans abri. Ce n'est rien. Tu n'es rien. Je sentis une vague de colère monter en moi, mais aussi une onde de clarté. La fortune que j'avais trouvée n'était pas un triomphe, c'était une malédiction. Une malédiction qui menaçait de détruire tout ce que j'avais appris et valorisé. Tu peux avoir de l'argent et du pouvoir, déclarai-je, ma voix maintenant plus ferme. Mais tu n'auras jamais ce que nous avons. Tu ne peux pas acheter l'amour, la loyauté ou la compassion. C'est quelque chose que tu ne comprendras jamais. Le mafieux me regarda maintenant avec une expression de mépris mêlée à quelque chose qui ressemblait presque au respect. Gamin, tu penses que tes mots vont vous sauver? Que cela va changer ce qui est sur le point de se passer? Peut-être que non, répondit Anna, et je l'admirais pour son courage. Mais nous ne nous rendrons pas. Pas pour toi, pas pour ce que tu reprédis. Je sentais que si nous le lui remettions, nous renoncerions aussi à notre dignité, à notre lutte. Pedro, murmura Anna, avec un regard inquiet. Nous devons réfléchir rapidement. Que allons-nous faire? Je l'ai regardé, et au fond de mon cœur, je savais que la décision m'appartenait. Je ne peux pas lui donner ça, murmurai-je, ressentant le poids de la responsabilité. Si je fais ça, nous alimenterons seulement le cycle de violence et d'oppression. Elle acquiesça, ses yeux brillants de détermination. Alors, nous devons trouver un moyen de l'utiliser à notre avantage. Nous ne nous rendrons pas. Le mafieux observait nos échanges de regards, et son expression changea. Il commençait à perdre patience. Le temps est quelque chose que nous n'avons pas. Soit vous me remettez la mallette, soit les conséquences seront sévères. Vous pouvez nous menacer autant que vous le souhaitez, dis-je, essayant de garder mon calme. Mais nous ne laisserons pas cela nous contrôler. Nous avons quelque chose que vous n'aurez jamais. Il sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. Et qu'est-ce que cela pourrait être? Du courage? De l'idéalisme? Ça ne vous sauvera pas. Non, mais ça peut nous donner la force nécessaire pour vous affronter, répondit Anna, sa voix maintenant pleine de conviction. Et croyez-moi, nous ne sommes pas seuls. Nous avons des gens qui nous soutiennent. Le mafieux semblait contempler nos mots, et la tension dans l'air était presque insupportable. Je savais que ce moment pouvait tout changer. Nous pourrions sortir vivants ou devenir une statistique de plus sur la liste des victimes du cartel. Et à cet instant, je réalisais que la mallette n'était pas seulement un fardeau, elle symbolisait le choix que nous devions faire. Nous pouvions nous laisser emporter par la peur ou utiliser le courage que nous avions appris dans les rues. Quoi qu'il arrive, je savais que nous devions lutter. Et, plus important encore, nous devions le faire ensemble. L'air était lourd, chargé de l'odeur de la poudre à canon et de l'adrénaline. Les coups de feu résonnaient autour de nous, mais, pendant un bref instant, tout semblait ralentir. Là, face au chef du cartel, je sentais le monde s'effondrer autour de moi. Il me fixait avec un regard qui pouvait geler le feu, et chaque seconde qui passait semblait une éternité. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, et je savais que la situation était critique. Anna, avec son audace, se plaça entre nous. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Elle faisait face au mafieux avec détermination, comme si elle était prête à affronter une armée pour me protéger. Non, cria-t-elle, sa voix ferme et claire. Si tu veux emmener quelqu'un, prends-moi. Le mafieux hésita, et cela me surprit. Je n'avais jamais vu quelqu'un défier une figure aussi imposante que lui. Son regard se détourna vers Anna, et pendant un instant, je réalisai qu'elle avait brisé une barrière invisible. La tension dans l'air était palpable, et je me demandais s'il la percevrait comme une menace ou comme une opportunité. « Tu es courageuse, gamine, dit-il, sa voix basse et rauque. Mais cela ne change rien au fait que je suis ici pour vous anéantir, toi et tous les autres qui se sont mis en travers de mon chemin. Ça ne doit pas être comme ça, répondit Anna, d'une voix plus calme mais toujours chargée de bravoure. Tu peux avoir ce que tu veux, mais la vie des autres n'est pas une monnaie d'échange. Je voulais crier pour elle, lui dire que ça ne valait pas la peine, mais les mots ne sortaient pas. La peur et l'adrénaline se mêlaient dans mon estomac. Le mafieux me regarda, un sourire cruel se formant sur ses lèvres. Et toi, gamin? Que veux-tu dire? Tu crois que la vie de ces gens vaut plus que cette mallette? Il gesticula, indiquant la mallette que, jusqu'alors, je considérais comme une bénédiction qui s'était transformée en malédiction.
Non, répondis-je, la voix tremblante. La vie n'a pas de prix. L'argent ne vaut rien si nous n'avons pas de but. Il rit, un son qui ressemblait à un écho de mépris. Tu crois vraiment ça? Alors, dis-moi, que ferais-tu si tu avais la chance d'avoir tout? Je hésitais. Que voulais-je vraiment? La vérité était qu'après tout ce que j'avais traversé, je me rendais compte que ce qui comptait, ce n'était pas les euros dans la mallette, mais les connexions que nous avions formées. J'utiliserais cet argent pour aider les autres. Anna me regardait, ses yeux brillants d'espoir et de courage. Mon cœur pulsait avec la force de cette connexion qui, d'une certaine manière, nous unissait dans une lutte plus grande que nous-mêmes. Alors, faisons un accord, dit le mafieux, son ton changeant. Il se pencha un peu, comme s'il réfléchissait. Échange la mallette contre vos vies. La proposition plana dans l'air comme une bombe prête à exploser. Je regardais Anna, qui était si proche de moi, et je pouvais sentir la chaleur de sa présence. Ce qu'il suggérait était impensable. À ce moment-là, je réalisais que la mallette n'était pas un prix, mais un piège qui pourrait nous emprisonner encore plus. Tu ne peux pas faire ça, dit Anna, sa voix ferme. Nous ne pouvons pas simplement remettre ce que nous avons, que ce soit de l'argent ou de l'espoir. Et si je n'ai pas le choix? Rétorquai-je, ressentant une vague de désespoir. Si nous remettons la mallette, que se passera-t-il ensuite? Vous allez nous laisser en paix? Le mafieux sourit, mais il n'y avait rien de bienveillant dans son sourire. Bien sûr que non. Il y aura toujours quelque chose d'autre. Ce que tu ne comprends pas, gamin, c'est que la cupidité n'a jamais de fin. Anna se tourna vers moi, ses yeux pleins de détermination. Pedro, nous ne pouvons pas nous rendre. Si nous remettons la mallette, ils ne s'arrêteront jamais. Nous devons nous battre pour tous ceux qui n'ont pas de voix, pour ceux qui ne peuvent pas se défendre. Le mafieux commençait à s'impatienter, et je pouvais sentir la tension monter. La situation était sur le point de se transformer en un dénouement tragique, et je devais agir. Attendez! Criai-je, essayant de gagner du temps. Si tu veux vraiment la mallette, alors dis-moi, que feras-tu avec? Que désires-tu vraiment? Il s'arrêta, un regard de surprise traversant son visage. Personne ne lui avait jamais posé de questions sur ses intentions. Que je veux? Répéta-t-il, comme s'il réfléchissait à voix haute. Du pouvoir. Du contrôle. Que pourrait-on vouloir de plus? Et cela te rend-il heureux? Demandai-je, ma voix plus ferme maintenant, bien que mon cœur battait à tout rompre. Tu as tout ça, et pourtant tu dois menacer des vies? Que cherches-tu vraiment? Tu es plus intelligent que tu n'en as l'air, gamin, dit-il, une lueur d'intérêt dans ses yeux. Que proposes-tu? Anna et moi échangions des regards. C'était un risque énorme, mais je savais que la seule issue était de renverser la table. Je ne voulais plus être un pion dans un jeu que je n'avais pas choisi. Que dirais-tu d'un échange différent? Proposai-je, respirant profondément. Au lieu de simplement prendre la mallette, pourquoi ne pas discuter? Tu peux me donner une chance de montrer que la vie peut être différente. Il haussait un sourcil, intrigué. Que veux-tu dire par là? Je veux dire qu'au lieu de se nourrir de peur et de destruction, tu pourrais utiliser ton pouvoir pour quelque chose de plus grand. Pour aider. Pour changer la vie de gens comme nous, qui luttent dans les rues. Anna me regardait, surprise, mais pas désapprobatrice. Le mafieux me scrutait attentivement, comme s'il pesait mes paroles. Pendant un moment, la tension diminua, et la possibilité d'une issue pacifique commença à émerger. Tu crois que je suis une sorte de sauveur? Questionna-t-il, le sourire disparaissant lentement. Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que tu en retires? Dis-je, chaque mot sortant avec une sincérité que je ne savais pas avoir encore. Un but? Le respect. Tu peux être rappelé le mafieux hésita, et le silence qui s'ensuivit était assourdissant. Je savais que prendre cette décision pourrait tout changer, mais plus que cela, je ne voulais pas que la mort devienne la seule richesse que je connaissais. Très bien, dit-il finalement. Jouons à ce jeu. Mais rappelez-vous, si je n'aime pas ce que je vois, la mallette ne sera pas la seule chose que vous perdrez. Je hochai la tête, soulagé, mais conscient que le combat n'était pas terminé. Il y avait encore beaucoup à faire, et le véritable défi ne faisait que commencer. Ce que je savais, au fond de moi, c'était que la véritable richesse ne résidait pas dans les euros, mais dans les vies que nous pourrions toucher et changer ensemble. Et à ce moment-là, je compris que, peut-être,
la fortune que la mort apporte pourrait se transformer en quelque chose de bien plus précieux. La tension était dans l'air, comme un fil sur le point de se rompre. Quand la situation semblait complètement désespérée, un retournement inattendu me fit ressentir une vague d'espoir, bien qu'elle fût enveloppée d'une atmosphère d'incertitude. Thomas, que j'avais toujours considéré comme un possible traître, se tenait maintenant devant nous, avec une expression mêlant détermination et soulagement. « Pedro, Anna, écoutez » cria-t-il, la voix ferme, coupant à travers le chaos qui nous entourait. « Je ne suis pas ce que vous pensez. Je suis ici pour vous aider. » Je regardais Anna, qui était encore entre moi et le mafieux, puis je tournai les yeux vers Thomas. L'homme qui m'avait laissé avec un nœud dans la gorge semblait maintenant, en effet, être de notre côté. « Que veux-tu dire par là » demandai-je, la méfiance pulsant encore dans ma poitrine. « Je suis un agent sous couverture » révéla-t-il, et l'incrédulité dans son ton était palpable. « Je travaille à démanteler cette organisation depuis des mois. Quand vous avez commencé à vous impliquer avec le cartel, je savais que je devais agir. Mais j'avais besoin de votre aide, Pedro. J'avais besoin que vous deveniez un appât. »« Un appât » demandai-je, essayant de comprendre. « Tu es en train de dire que tout cela faisait partie de ton plan ?»« Oui, » répondit Thomas, ses yeux brillant de l'intensité de la vérité. « Quand vous avez trouvé la mallette, j'ai réalisé que c'était une opportunité. Mais je ne savais pas que vous vous impliqueriez autant. Maintenant, il est temps de mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes. » Le mafieux, qui s'apprêtait à attaquer, hésita un instant, et le silence envahit le lieu. Je sentis le poids de la mallette dans ma main. Ce qui aurait dû être ma salvation s'était transformé en un immense fardeau. Et maintenant, nous étions ici, dans une impasse avec un homme qui n'hésiterait pas à nous tuer. « Tu es en train de me dire que tu as un plan ?» questionna Anna, le courage dans sa voix me surprenant. « Comment pouvons-nous te faire confiance, Thomas ? Tu t'es caché de nous. Je sais que cela semble une trahison, mais ma seule loyauté est envers la justice, pas envers le cartel, » répondit-il, sa voix maintenant plus calme. « Je n'étais pas sûr de la façon dont vous alliez réagir. Mais maintenant, nous devons agir vite. » L'adrénaline coulait dans mes veines alors que les sbires du cartel s'approchaient, nous observant avec des regards méfiants. « Et comment comptes-tu faire cela ?» demandai-je, mon cœur battant à tout rompre. Le temps était compté. « J'ai amené des renforts, » répondit Thomas, et avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, j'entendis des sirènes au loin. Un sourire se dessina sur le visage de Thomas, et il ajouta, « La police est en route. J'ai envoyé un signal dès que j'ai su que vous étiez en danger. » « Es-tu sûr qu'ils arriveront à temps ?» demandai-je, la peur commençant à s'infiltrer dans mon esprit. « Sans aucun doute, » assura-t-il. « Mais nous devons les distraire. Anna, toi et Pedro devez créer une confusion. Nous avons besoin qu'ils se concentrent sur vous pendant que j'irai après le cartel. »« Tu es fou ?» protestai-je. « C'est du suicide. Nous ne pouvons pas simplement nous mettre en danger comme ça. C'est la seule façon, » insista-t-il. Si le cartel se concentre sur vous, j'aurai une chance de démanteler l'opération et d'arrêter le leader. Aie confiance en moi. Je regardais Anna. Son regard était intense, et je savais qu'elle pensait la même chose que moi. Nous avions besoin d'une sortie. Et peut-être, juste peut-être, Thomas avait raison. D'accord, dis-je finalement, respirant profondément. Faisons cela. Le mafieux, réalisant la tension croissante, commença à sourire. Vous pensez pouvoir vous échapper ? Cette ville m'appartient. Vous n'êtes que des insectes sur mon chemin, dit-il, l'arrogance transparaissant dans ses paroles. Tu peux penser que tu es au contrôle, mais cela va changer, répondit Anna, sa voix défiant. Nous sommes prêts à nous battre. Alors que la sirène se rapprochait, Anna et moi échangions un regard complice. C'était notre dernière chance. Allons-y, dis-je, prenant les devants. Prépare-toi, Anna. La confusion commença. Nous courûmes dans la direction opposée, criant pour attirer l'attention des sbires. Et nous sommes ici, criai-je, tandis qu'ils se retournaient, confus. L'adrénaline était à son comble, et je sentais mon cœur battre à tout rompre. Les sbires avançaient vers nous, mais le bruit des sirènes devenait de plus en plus fort. Je me retournai pour voir Thomas se mouvant rapidement, avançant vers le chef du cartel. Maintenant, cria-t-il, et je réalisai qu'il était temps d'agir. Vas-y, 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 criai-je à Anna, qui était à mes côtés.
Nous courûmes, esquivant les sbires, et soudain, un groupe de policiers apparut, armés et prêts au combat. « Police! Mettez vos armes au sol !» cria l'un d'eux. Le mafieux, réalisant que son empire s'effondrait, cria des ordres à ses hommes. Le chaos s'installa. Des coups de feu commencèrent à être tirés, et l'odeur de la poudre envahit l'air. Ce qui semblait autrefois un cauchemar devenait maintenant une lutte pour la survie. « Allons, Pedro! Vite !» Anna tira ma main, et ensemble, nous réussîmes à nous cacher derrière un véhicule. Le bruit des échanges de tirs était assourdissant, mais je ne pouvais pas détacher mon regard de Thomas, qui se rapprochait du mafieux. « Thomas, fais attention !» criai-je, mais il était trop tard. Le mafieux sortit une arme et tira, mais Thomas esquiva, et dans un mouvement rapide, réussit à le désarmer. « Tu ne peux pas t'échapper !» cria-t-il, tandis que les policiers encerclaient le lieu. Finalement, la police réussit à arrêter les sbires, et le mafieux fut emmené sous garde. Le décor de terreur commença à se dissiper, et la réalité commença à s'installer. Anna et moi nous retrouvâmes au milieu du chaos, le cœur encore accéléré. « Nous sommes vivants !» murmura Anna, essoufflée. « Nous avons réussi. »« Oui, nous avons réussi !» répondis-je, encore sous le choc. Je regardais Thomas, qui était félicité par les policiers. Il a vraiment fait ça. Alors que la situation se calmait, je réalisais que le véritable pouvoir ne résidait pas dans l'argent que j'avais trouvé, mais dans les connexions que j'avais établies en cours de route. Ce qui semblait une malédiction se transforma en une opportunité de vie. Une sensation de soulagement m'envahit, et je m'approchai de Thomas. « Merci. Je ne sais pas ce qui nous serait arrivé si tu n'étais pas ici, » dis-je, la gratitude débordant dans mes mots. « Ce n'est rien, » répondit-il, un sourire soulagé sur son visage. « J'ai juste fait ce que je devais faire. » Anna se joignit à nous, et nous partagèrent un moment de silence, observant la scène autour de nous. La vie dans les rues de Paris n'était pas facile, mais maintenant il y avait de l'espoir, et je savais que nous pourrions faire la différence.